cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au cessez-le-feu au Liban et à l'agression contre la Syrie, à leur signification politique et à leurs conséquences stratégiques. Mardi 26 novembre, le président Joe Biden annonçait la signature d'un accord de cessez-le-feu de 60 jours entre Israël et le Hezbollah, avec une entrée en vigueur dès le lendemain. Après 2 mois de combats meurtriers, plus de 4000 Libanais, pour la plupart civils, assassinés, près de 2 millions de déplacés, les armes se sont momentanément tues. L'accord prévoit le retrait des troupes du Hezbollah de la zone au sud du fleuve Litani et le retrait des forces israéliennes de l'ensemble du territoire libanais, ainsi que le déploiement dans cette zone de 10 000 soldats de l'armée libanaise. Immédiatement, les articles de presse des grands médias se sont multipliés pour expliquer ce cessez-le-feu comme une victoire de l'État sioniste et une défaite du Hezbollah. Cette présentation médiatique occidentale est à l'opposé des réactions du peuple libanais, qui non seulement est légitimement soulagé après 2 mois de calvaire, mais considère que l'accord signifie une défaite de l'agression sioniste. Ce bilan occidental n'est rien de moins que la reprise de la version officielle israélienne. Bien entendu, les fondamentaux du travail journalistique ne sont pas respectés, à savoir la prise en compte des versions de l'ensemble des belligérants, la prise en compte des buts de guerre auparavant proclamés par Israël et la recontextualisation géographique et historique. C'est justement ces fondamentaux que rappelle le Hezbollah dans toutes ses communications concernant le cessez-le-feu. Ainsi, par exemple, un article du journal El Habar, signé par Cheikh Maher Hamoud, intitulé « Une véritable victoire », rappelle, je cite, « l'objectif que les sionistes s'étaient fixé pour cette guerre, à savoir éliminer le Hezbollah, n'a pas été atteint, pas plus que le retour implicite des colons dans les colonies du nord de la Palestine. » Fin de citation. Les colons israéliens semblent en effet plus lucides que de nombreux occidentaux et refusent de revenir malgré les incitations de Tel Aviv. Le même article insiste également sur l'échec d'un autre but de guerre israélien, à savoir une pénétration profonde de l'armée israélienne au sud Liban, afin d'imposer une zone tampon. Cet objectif déjà ancien de l'État sioniste a été à la base de toutes les agressions israéliennes contre le Liban depuis la décennie 80. La résistance du peuple libanais a une nouvelle fois mis en échec, comme en 2000 et en 2006, ce but de guerre. Le même article recontextualise enfin l'accord de cessez-le-feu en le comparant à la résolution 17.1 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a conduit au retrait israélien du Liban en 2006. Cette résolution prévoit en effet dans son article 8 un désarmement du Hezbollah qui ne figure pas dans l'accord actuel. Je cite. La mise en œuvre intégrale des dispositions pertinentes des accords de Taïf et des résolutions 1559 et 1680 qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, de sorte que conformément à la décision du cabinet du Liban du 27 juillet 2006, il n'y aura pas d'armes ou d'autorité au Liban autre que celle de l'État libanais. Fin de citation. Rappelons que Netanyahou considérait en 2006 que la résolution 17.1 était une catastrophe pour la sécurité d'Israël. L'État sioniste et ses soutiens internationaux ont pourtant mobilisé l'ensemble des moyens possibles pour atteindre ces buts de guerre. Après avoir tenté une occupation militaire du Sud-Liban, ils ont été contraints devant l'ampleur de la résistance à se replier sur des bombardements meurtriers, tuant essentiellement des civils. L'objectif de cette violence totale contre les civils était, selon nous, de susciter une guerre civile au sein du peuple libanais et d'isoler ainsi le Hezbollah. Ce fut de nouveau un échec. Malgré l'ampleur des pertes libanaises et l'assassinat d'une partie non négligeable des cadres de Hezbollah, l'armée sioniste se retrouvait de fait enlisée dans un bourbier libanais. Le gouvernement israélien ne cache même pas que le rapport des forces au Liban le contraint à un changement de tactique militaire tout en restant dans le cadre de la même stratégie de redessiner la carte de la région pour faire éclater la Syrie et l'Iran d'une part, pour détruire l'ensemble des forces de résistance en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen d'autre part, et pour tenter d'enterrer durablement la question palestinienne par la relance des accords d'Abraham pour une 3e part. Expliquant les raisons du cessez-le-feu, Netanyahou en cite 3 dans son discours télévisé. Je cite, « La première, il nous faut nous focaliser sur la menace iranienne. La deuxième, il faut tout simplement permettre aux troupes de se reposer et il faut acquérir de nouvelles munitions pour protéger les soldats. La troisième est l'isolement du Hamas. » Fin de citation. À peine l'encre des accords de cessez-le-feu séchée, la Syrie est l'objet d'une attaque des dits djihadistes de grande ampleur. Cette attaque est le fait de 2 organisations. L'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, l'Organisation de libération du Levant,
affirmant avoir rompu avec l'organisation mère en 2016 pour soi-disant se syrianiser d'une part, et l'armée de libération syrienne, soutenue depuis toujours par Ankara d'autre part. L'alliance objective entre les dits djihadistes, Erdogan et Israël est désormais indéniable. Elle se base sur l'intérêt et la volonté commune d'affaiblir l'Iran et la Syrie d'une part, et de mettre fin aux résistances libanaises et palestiniennes d'autre part. L'espoir d'utiliser l'affaiblissement du Hezbollah, consécutif à ses pertes dans la guerre de destruction totale menée par Israël, l'espoir également d'une faible mobilisation russe du fait de la guerre en Ukraine, l'espoir de voir enfin l'Iran hésiter à apporter son aide aux voisins syriens du fait des dangers d'extension du conflit dans le but de légitimer une intervention militaire directe occidentale que recherche Tel Aviv depuis plus d'1 an, ces 3 espoirs constituent les véritables raisons de l'offensive dite djihadiste. Même s'il n'est pas encore possible de mesurer l'évolution du rapport de force militaire sur le terrain, force est de constater que ces espoirs sont d'ores et déjà déçus. Malgré son engagement en Ukraine, la Russie a lancé des frappes aériennes contre les troupes dites djihadistes. L'Iran appelle à une coordination entre Moscou et Téhéran pour, je cite, « neutraliser ce dangereux complot » et de contrecarrer les actions des groupes terroristes en Syrie et dans la région. Fin de citation. Le Hezbollah, conscient des enjeux régionaux, envoie de nombreux combattants en Syrie, malgré son affaiblissement actuel. La Chine, enfin, annonce par la bouche d'un de ses porte-paroles du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, soutenir Damas dans, je cite, ses efforts pour maintenir la sécurité nationale et la stabilité. Fin de citation. Les derniers développements au Liban et en Syrie souligne une nouvelle fois la dimension mondiale des enjeux du Moyen-Orient. C'est ce qui a conduit historiquement au parrainage du projet sioniste par les puissances hégémoniques de chaque séquence historique, la Grande-Bretagne jusqu'en 1945 et les États-Unis depuis l'après-guerre. C'est également ce qui explique la succession des guerres de balkanisation de l'Irak à la Syrie en passant par la Libye ou le Soudan. C'est ce qui explique enfin l'impunité totale de l'État sioniste en dépit de sa violation des dizaines de résolutions des Nations Unies et de l'organisation méthodique du premier génocide télévisé de l'histoire de l'humanité. L'ampleur des enjeux économiques et géostratégiques de cette région, à l'intersection de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, incite les États-Unis et leurs autres alliés occidentaux à une logique de guerre par tous les moyens dans le contexte d'un rapport de force mondial en évolution rapide dans le sens d'une remise en cause de l'hégémonie états-unienne. Conscient de ce contexte, l'État israélien utilise son autonomie relative pour pousser à une extension du conflit à toute la région afin de légitimer une intervention directe occidentale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.